En 2025, la France a exporté plus d'électricité que n'importe quel autre pays d'Europe, avec 92,3 TWh envoyés aux pays voisins, soit l'équivalent de la consommation annuelle d'un pays entier comme la Belgique. Alors qu'une bonne partie du continent cherche à réduire sa dépendance énergétique, la France, elle, produit tellement qu'elle est devenue l'un des principaux fournisseurs d'électricité en Europe. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette capacité continue de croître, et le long des côtes normandes, dans la Manche et sur de grands chantiers nucléaires aux quatre coins du pays, des milliards d'euros sont investis pour étendre la production énergétique française pour les prochaines décennies. Dans cette vidéo, vous allez découvrir des chantiers qui sont en train de transformer l'avenir énergétique de la France et de redéfinir l'équilibre des puissances en Europe. En 1974, une décision a tout changé. Le monde venait de traverser le premier choc pétrolier et la France, un pays pauvre en charbon, sans pétrole propre et avec un tissu industriel lourd qui dépendait des importations, a fait le pari radical d'électrifier la nation avec l'énergie nucléaire. Non pas en construisant une centrale, mais 56. En moins de 30 ans, la France devenait le pays avec la plus forte densité nucléaire par habitant au monde et sa facture d'électricité l'une des moins chères d'Europe. Pendant des décennies, ce modèle a fonctionné en silence, mais en 2022, quelque chose s'est cassé. Une série de défaillances techniques simultanées et un vaste programme de maintenance ont mis à l'arrêt 26 des 56 réacteurs en même temps, et la France, Yaram, pour la première fois depuis des décennies, a dû importer de l'électricité. Les prix ont explosé, et toute l'Europe l'a ressenti. La crise de 2022 a été le détonateur du virage qu'on observe aujourd'hui, car le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé le plus grand programme de relance nucléaire en Occident depuis les années 1980, tout en pariant sur l'éolien offshore, une technologie que la France, malgré sa deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, avec 11,7 millions de kilomètres carrés, avait ignorée pendant une décennie entière pendant que le Royaume-Uni et l'Allemagne prenaient de l'avance. Quand le Royaume-Uni opérait déjà 14 gigawatts d'offshore et l'Allemagne 8,5 gigawatts, la France était encore à zéro et son premier parc commercial offshore, Saint-Nazaire, avec 480 MW, n'est entré en service qu'en novembre 2022, après 9 ans de bataille judiciaire depuis son appel d'offres en 2012. Ces deux paris, nucléaire et offshore, sont aujourd'hui construits simultanément, à des rythmes différents et avec des logiques distinctes, et le premier d'entre eux est, en ce moment même, à quelques mois, d'allumer ses turbines. Le premier chantier est celui qui est le plus près de changer la donne. À 15 km des côtes normandes, entre Dieppe et le Tréport, 62 turbines Siemens Gamesa, chacune d'une capacité de 8 MW, sont en cours d'installation sur des fondations métalliques de type jacket ancrées au fond de la Manche. Le parc éolien offshore Dieppe-le Tréport a une capacité totale de 496 MW. Son câble d'exportation sous-marin est déjà raccordé au réseau électrique terrestre et son poste électrique offshore, une structure de 3250 tonnes, a été installé à 17 km des côtes en juillet 2025. Les turbines arriveront sur le chantier à partir de mai 2026, avec une mise en service complète prévue pour le second semestre, et lorsque le parc sera en pleine exploitation, il produira environ 2 TWh par an et alimentera 850 000 personnes en électricité propre. Pour comprendre l'échelle physique de ce qui se passe en mer, il faut savoir que chaque fondation de type jacket pèse des centaines de tonnes et est enfoncée dans le fond marin par des pieux, que sur elle s'élève le mât et que sur le mât viennent les pales, dont chacune a la longueur d'un avion commercial. L'installation de 62 de ces structures, plus le poste électrique, plus les câbles interarrêts et le câble d'exportation sous-marin, exige une logistique de précision qui ne tolère aucune erreur, avec des contraintes météorologiques, des routes maritimes à coordonner et des navires spécialisés à synchroniser. Le tout sous la responsabilité de DEM pour l'installation des composants offshore, de Jean de Nul Group pour les turbines et de Nexans pour les câbles d'exportation. Ce qui rend ce chantier représentatif, ce n'est pas seulement sa taille, c'est ce qu'il révèle sur la courbe d'apprentissage de l'offshore en France, car ce projet a remporté un appel d'offres en 2014 et a mis près d'une décennie à sortir des cartons, entre batailles judiciaires, conflits avec les pêcheurs et controverses sur l'impact visuel, chaque étape ayant généré des contestations. L'investissement total s'élève à 2,7 milliards d'euros, et cet apprentissage a été coûteux, mais il est désormais gravé dans l'industrie. Notamment parce que les turbines ont été fabriquées dans l'usine même de Siemens Gamesa au Havre, à 150 km du chantier, ancrant la chaîne industrielle sur le territoire français.
Ce qui sépare aujourd'hui le chantier de l'exploitation, c'est uniquement le temps d'installation de chaque turbine, et ce compte à rebours est déjà lancé. Le deuxième chantier ne produit pas encore d'électricité, mais il génère déjà du débat de l'autre côté de la frontière. À 10 km des côtes de Dunkerque et à seulement 11 km de la frontière belge, un consortium formé par EDF Renewables, Enbridge et RWE a obtenu en février 2025 l'autorisation définitive de la préfecture pour construire un parc éolien offshore de 600 MW. Le projet couvre 50 km² de la Manche avec jusqu'à 46 turbines montées sur des fondations monopiles fixes, dont la construction débutera en 2026 pour une mise en service commerciale prévue en 2028. En chiffres, cela représente 2,3 TWh de production annuelle attendue, de quoi alimenter 1 million de personnes ou un tiers entier du département du Nord, avec une infrastructure sous-marine comprenant un poste électrique offshore sur jacket de 2200 tonnes et 2 câbles d'exportation sous-marins de 16 km chacun, raccordés au poste terrestre de Grande Solle, via une section souterraine de 3,5 km. Le projet a fait l'objet d'une consultation publique internationale qui a inclus des objections formelles de la Belgique, préoccupée par l'impact visuel sur les villes côtières et les interférences avec les routes de navigation. Et son approbation est venue après des années de négociations et une enquête publique qui s'est déroulée d'avril à mai 2024. Ce qui se joue à Dunkerque, ce n'est pas seulement de l'électricité, c'est la démonstration que la France est capable de construire de l'offshore en série, de façon consécutive, sans reproduire le schéma de retard chronique qui a marqué la génération précédente de projets. Le troisième chantier est déjà raccordé au réseau, mais n'est pas encore en pleine puissance commerciale. L'EPR de Flamanville 3, sur la côte normande, est un réacteur de 1600 MW qui a été connecté au réseau électrique français en décembre 2024, après 17 ans de construction. Des retards à répétition et un coût qui est passé des 3,3 milliards d'euros initiaux à plus de 13 milliards. L'histoire de Flamanville 3 a été utilisée pendant des années, comme preuve que l'industrie nucléaire européenne avait perdu le savoir-faire nécessaire pour construire des réacteurs, avec des soudures défaillantes, des reprises de béton et des arrêts réglementaires qui ont fait du chantier le symbole de tout ce qui pouvait mal tourner. Pour comprendre ce qu'est un EPR, une analogie peut aider. Si un réacteur conventionnel est comme un moteur de voiture, l'EPR est un moteur d'avion long courrier. Plus puissant, plus redondant, plus complexe à assembler, mais une fois en fonctionnement, pratiquement imbattable en termes d'efficacité. L'EPR dispose de 4 systèmes indépendants de refroidissement d'urgence, d'une double enceinte de confinement et d'un core catcher, une cuve en acier et béton installée sous le réacteur et conçue spécifiquement pour récupérer le cœur en fusion si tout le reste venait à défaillir, ce qu'aucun réacteur commercial précédent ne possédait. Le prix de cette sécurité est précisément ce qui a compliqué la construction, car elle exigeait une ingénierie de précision quasi militaire à l'échelle industrielle, avec une main-d'œuvre qui avait oublié comment la mettre en œuvre. Mais ce qui a changé en décembre 2024, c'est bien plus que l'activation d'un réacteur, c'est la réactivation d'un savoir-faire, puisque EDF dispose désormais, pour la première fois depuis des décennies, d'une équipe qui a mené à bien la construction d'un EPR de bout en bout sur le sol français. Et cet apprentissage industriel, chaque défaillance enregistrée, chaque processus corrigé, constitue exactement la matière première qui va alimenter les prochains chantiers. Flamanville 3 n'est pas la conclusion d'une époque, et cette prochaine étape a déjà une adresse. Sur la falaise normande de Penly, au-dessus de la Manche, le 4e chantier de ce reportage prend forme avec des travaux de préparation du terrain commencés en juillet 2024 et un contrat de 4 milliards d'euros signé avec Eiffage pour le génie civil principal, incluant la construction de 2 bâtiments réacteurs, chacun surmonté d'un dôme de 70 mètres de hauteur et 50 mètres de diamètre, ainsi que 69 structures associées au chantier, qui emploiera jusqu'à 4000 travailleurs à son pic d'activité, générant 1,3 million d'heures de travail en formation sociale et technique. Les 2 réacteurs EPR 2 de Penly seront les premiers d'une série de 6 prévus sur 3 sites, Penly, Gravelines et Bugey, et l'EPR 2 est une version simplifiée et optimisée de l'EPR classique, le même type que Flamanville 3, conçu spécifiquement pour être construit en série, avec la logique de la production industrielle appliquée à l'ingénierie nucléaire. Le budget total pour les 6 réacteurs s'élève à 72,8 milliards d'euros,
audité par la délégation interministérielle au nouveau nucléaire début 2026, et l'État français apportera un prêt subventionné couvrant 60% des coûts, ainsi qu'un contrat pour différence de 40 ans garantissant une rémunération minimale pour l'électricité produite, un modèle qui protège l'investisseur et transfère le risque à long terme à l'État. La consultation publique sur le permis de construire s'est terminée en mars 2026. Le régulateur nucléaire ASNR doit rendre son avis formel d'ici la fin de l'année. Le premier béton structurel est prévu pour 2027 et la mise en service du premier réacteur est projetée pour 2038. La logique de la sérialisation est la clé pour comprendre Penly, car un réacteur construit seul, de zéro, porte à lui seul tout le coût de l'apprentissage, ce qui est exactement ce qui s'est passé à Flamanville, tandis qu'un réacteur construit comme le deuxième d'une série identique démarre avec 17 ans d'erreurs déjà corrigées, et le troisième avec davantage encore. C'est le modèle qu'a utilisé la Corée du Sud pour construire sa flotte nucléaire dans les délais et les coûts imprévus. Et la France a parié qu'elle pouvait le reproduire sur le sol européen, en allouant 100 millions d'euros à une usine à Chalon-sur-Saône, dans l'est du pays, entièrement dédiée à la production d'équipements pour les EPR2. Ce qui sépare encore ces projets d'un scénario d'approvisionnement élargi, c'est une séquence bien définie d'étapes. Le permis de construire de Penly émis par le régulateur ASNR d'ici fin 2026. La décision finale d'investissement pour les 6 EPR2 prévus à la même période et la mise en service de Dieppe-le-Tréport au second semestre de cette année, chaque étape ouvrant la voie à la suivante, toutes reliées par le même fil conducteur, celui de la décision de construire une capacité qui durera 60 ans et non de résoudre une crise du moment. Et au-delà de ces 4 chantiers, d'autres projets sont déjà autorisés ou en phase avancée. Le parc éolien des îles Dieu et de Noirmoutier a installé sa dernière turbine en avril 2026, devenant la 4e ferme offshore opérationnelle de France, tandis que le PPE3, le plan énergétique national pour 2026 à 2035, prévoit une expansion de l'offshore à 18 gigawatts d'ici 2035, contre 2 gigawatts en service aujourd'hui. Des réacteurs EPR2 sont projetés à Gravelines, entre Dunkerque et Calais, et à Bugey dans l'Aisne, le premier SMR, un petit réacteur modulaire, devrait voir sa construction démarrer au début des années 2030, et dans le laboratoire de fusion nucléaire du CEA, le Tokamak West a établi un record mondial, en maintenant un plasma pendant plus de 22 minutes consécutives, une étape majeure sur la voie de la fusion commerciale. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez d'un pays qui utilise l'énergie nucléaire comme instrument de leadership européen ? Dites-le en commentaire, et si cette vidéo vous a appris quelque chose, likez, abonnez-vous et regardez la vidéo précédente.